Poursuit avec Corinne Vacher. Donc, ces travaux, je le disais, portent sur le rôle du microbiote dans la santé des plantes. Vous menez notamment des projets de recherche sur la gestion du microbiote pour lutter contre le mildiou de la vigne. Et donc, vous allez nous expliquer dans quelle mesure le microbiote peut être utilisé pour une agriculture durable. Je laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc, avant de commencer, je voudrais vous remercier vivement pour votre invitation. Donc, je suis très honorée d'avoir l'occasion de vous présenter ma thématique de recherche aujourd'hui. Donc, je vais vous parler du microbiote végétal. Et je vais d'abord vous présenter l'état des connaissances scientifiques. Puis, je vous présenterai comment ces connaissances peuvent être utilisées pour aller vers une agriculture plus durable. Bon, les diapositives sont un peu floues. Bon. C'est bizarre. Ah, c'est bien. Bon. OK. Donc, les plantes vivent en association avec de très nombreux micro-organismes qui forment leur microbiote. Donc, ces micro-organismes se trouvent autour des racines, sur les racines, à l'intérieur. On trouve des micro-organismes à l'intérieur des feuilles, à la surface des feuilles, sur les graines, dans les tiges. Donc, sur l'image de gauche, par exemple, vous voyez des bactéries qui colonisent une racine. Chaque petit point vert est une cellule bactérienne. Et l'ensemble de ces micro-organismes confère de nouvelles capacités à la plante. Et donc, c'est pour cette raison que nous étudions ces micro-organismes. Donc, l'existence de ces micro-organismes est connue depuis assez longtemps, mais en fait, les connaissances ont vraiment fortement progressé à partir des années 2010. Donc, les premières observations de bactéries dans des échantillons environnementaux ont été réalisées dans les années 1670 avec les premiers microscopes. Les premières cultures microbiennes ont été réalisées en laboratoire dans les années 1850. À partir de 1950, avec la découverte de l'ADN, nous avons pu appréhender la diversité microbienne dans notre environnement. Et c'est en 1988 que le mot microbiote a été utilisé pour la première fois dans un article scientifique. Et en 2010, il y a eu une révolution technologique qui s'appelle le séquençage haut débit. Donc, ces méthodes de séquençage nous permettent d'avoir accès de décrire tous les micro-organismes qui sont présents dans un échantillon, même si ceux-ci ne sont pas cultivables. Et donc aujourd'hui, nous travaillons sur de très gros jeux de données qui nous permettent de dire quels micro-organismes sont présents et aussi comment est-ce qu'ils interagissent entre eux. Donc grâce à ces avancées, nous avons pu décrire les microbiotes de l'homme, des plantes, des animaux et des sols. Et ces recherches ont montré que ces microbiotes sont interconnectés. C'est-à-dire qu'il y a des micro-organismes pathogènes ou bénéfiques qui peuvent passer d'un compartiment à l'autre. Et c'est pour cette raison que nous mettons en avant le concept d'une seule santé, donc pour rappeler que la santé des hommes, des plantes et des animaux sont interdépendantes. Donc le microbiote joue un rôle clé dans la santé parce que le microbiote fait barrière aux agents pathogènes. Donc c'est le cas chez l'homme. Sur l'image de gauche, vous avez l'intestin avec son microbiote commensal qui est représenté en bleu-vert. Et les recherches ont montré que ce microbiote commensal fait barrière aux bactéries pathogènes, ici Clostridioides difficile. Mais lorsque ce microbiote est perturbé par des traitements antibiotiques notamment, il perd son rôle d'effet protecteur. Et dans ce cas, donc, les médecins ont mis au point des probiotiques ou bien des méthodes de transplantation du microbiote intestinal pour restaurer la fonction protectrice du microbiote. C'est la même chose chez les plantes. À droite, vous avez le microbiote commensal racinaire d'une tomate qui fait barrière à une bactérie pathogène qui est responsable du flétrissement de la tomate. Et là, dans cette étude, les scientifiques ont mis au point un cocktail prébiotique pour stimuler l'effet barrière de ce microbiote. Donc, le microbiote des plantes ne joue pas seulement un rôle dans la protection contre les maladies, il protège aussi la plante contre certains insectes ravageurs. Il augmente sa tolérance à des stress abiotiques comme la sécheresse, la température, la salinité. Et puis, il améliore la nutrition de la plante. Donc, les connaissances sur les microbiotes peuvent donc contribuer à une agriculture plus durable, qui serait moins dépendante aux pesticides, plus résiliente au changement climatique et tout en étant productive. Donc, au cours des 20 dernières années, les connaissances sur les microbiotes des plantes ont beaucoup augmenté. Et les questions sur lesquelles nous travaillons maintenant, c'est comment intégrer les connaissances sur les microbiotes à l'agriculture de demain. Et je vais essayer de répondre à cette question au travers de 5 défis.
Donc, le premier défi, c'est de concevoir des biosolutions microbiennes pour restaurer et renforcer les microbiotes qui protègent les plantes. À l'heure actuelle, il existe de nombreuses biosolutions pour protéger les plantes contre les maladies et pour augmenter leur croissance et leur tolérance au stress abiotique, notamment en sécheresse. Donc ces produits sont des produits qu'on appelle produits de biocontrôle ou biostimulants. Lorsqu'ils sont à base de micro-organismes vivants, ces produits sont souvent à base d'une seule souche microbienne. Et il s'avère que leur efficacité est modérée et variable, ce qui entraîne actuellement une perte de confiance des agriculteurs par rapport à ces produits. Donc, les défis que nous devons relever, c'est d'améliorer l'efficacité des biosolutions existantes en travaillant notamment sur les modalités d'application. Un défi très important, c'est de concevoir des biosolutions multisouches qui seraient à la fois plus efficaces et plus résilientes aux variations environnementales que les produits monosouches. Ensuite, les optimiser pour chaque condition, c'est-à-dire chaque variété, chaque type de sol, chaque climat. Une étape importante sera de faire évoluer la réglementation pour faciliter leur homologation, donc ma collègue vient d'en parler. Et puis, il faudra repenser les systèmes de culture en intégrant plus de mesures prophylactiques pour favoriser l'efficacité de ces biosolutions. Un deuxième défi, c'est de gérer la biodiversité végétale dans les parcelles et les paysages pour favoriser la présence de micro-organismes bénéfiques. Donc, on sait que la diversification végétale a des effets positifs. Elle tend à réduire les dommages causés par les insectes ravageurs et les maladies. Et on sait aussi qu'elle est capable de modifier le microbiote des plantes cultivées par des effets de voisinage. Donc, dans ce domaine, les défis que nous devons relever, c'est d'identifier les espèces végétales qui sont des réservoirs de micro-organismes bénéfiques pour les plantes cultivées, et puis déterminer comment les intégrer dans les parcelles pour favoriser les flux de micro-organismes. Donc, il s'agit de mettre en place des bandes enherbées, des haies, des arbres, comme c'est illustré sur l'image présentée ici. Et cela reviendra à étendre les principes de la lutte biologique par conservation aux micro-organismes. Donc, un troisième défi, c'est de sélectionner des variétés de plantes capables de mieux s'associer aux micro-organismes bénéfiques. Donc, actuellement, on connaît de mieux en mieux les mécanismes génétiques qui permettent à la plante de recruter son microbiote. Et on sait aussi que la capacité des plantes à interagir avec les micro-organismes a été modifiée au cours du processus de domestication des plantes cultivées. Donc là, l'enjeu dans ce domaine, c'est de restaurer et renforcer les interactions plantes-microbiote par les programmes d'amélioration variétale. Et enfin, le quatrième défi est celui de l'agriculture numérique. Donc là, il s'agit de développer des capteurs et des outils numériques pour surveiller les microbiotes des plantes et des sols. Donc actuellement, nous disposons de diagnostics de microbiote qui vont donner une image ponctuelle de la santé des sols et puis aussi de la sensibilité des plantes à certaines maladies. Et indépendamment, il y a des réseaux d'épidémiosurveillance qui sont basés sur des capteurs de spores qui évaluent quotidiennement le risque de maladie et qui permettent aux agriculteurs d'anticiper, de choisir les traitements. Donc l'enjeu, c'est de fusionner un peu les deux approches, c'est-à-dire suivre en temps réel les microbiotes en développant de nouveaux outils, comme des biocapteurs couplés à des méthodes d'intelligence artificielle pour identifier les bioindicateurs de la sensibilité aux maladies, et puis intégrer ces suivis temporels de microbiote au programme d'épidémiosurveillance pour mieux prédire les risques. Et enfin, pour finir, il convient d'intégrer les solutions, ces nouvelles solutions basées sur le microbiote, avec tous les autres leviers de la transition agroécologique. Donc là, je vais prendre l'exemple de la viticulture. Donc, comme vous le savez, la vigne est une culture très traitée. Donc, c'est la 4e culture la plus traitée en France, après la pomme de terre et la pêche, si on considère l'indice de fréquence de traitement moyen. Et puis en viticulture, donc 80% des traitements qui sont utilisés actuellement sont des fongicides pour lutter contre 2 maladies aériennes, le mildiou et l'oïdium. Donc un enjeu majeur en viticulture, c'est de trouver des alternatives à ces pesticides de synthèse afin de lutter contre les maladies aériennes. Donc dans le programme de recherche Vitae qui vise à développer des innovations pour cultiver la vigne sans pesticides, donc nous avons travaillé sur différents leviers pour sortir des pesticides en viticulture. Donc le premier levier, c'est la prophylaxie et la conduite de la vigne, qui vise à diminuer la pression de maladie, à créer un microclimat défavorable à ces maladies aériennes. Le deuxième levier, c'est donc nous cherchons à développer des outils d'épidémiosurveillance pour mieux prédire le risque épidémique et optimiser les pratiques viticoles. Donc nous travaillons bien sûr sur le biocontrôle pour protéger la plante, la vigne, donc contre les maladies aériennes par des régulations naturelles. Et là, dans le terme biocontrôle, donc j'inclus la lutte biologique par conservation, qui vise à aménager la biodiversité dans les parcelles et les paysages pour favoriser ces régulations naturelles.
Et puis le dernier levier, c'est l'amélioration variétale pour sélectionner des plantes qui sont plus résistantes aux maladies. Et sur tous ces leviers, eh bien, il y en a 3 pour lesquels les connaissances sur les microbiotes peuvent vraiment renforcer l'efficacité. Donc c'est le biocontrôle des maladies en priorité, mais aussi l'épidémiosurveillance et puis l'amélioration variétale. Donc en conclusion, les plantes sont associées à une multitude de micro-organismes qui améliorent leur croissance et leur santé. Cette biodiversité microbienne est une ressource clé pour l'agriculture durable, notamment pour le biocontrôle des maladies. L'avenir de l'agriculture passe par une meilleure gestion du microbiote dans des systèmes agricoles reconçus avec plus de prophylaxie, plus d'épidémiosurveillance et de nouvelles variétés de plantes. Donc, je vous remercie pour votre attention et je voudrais remercier aussi les soutiens financiers, les grands programmes de recherche nationaux qui financent nos recherches sur cette thématique, donc notamment le programme Cultiver et protéger autrement, agroécologie numérique, le plan PARSADA et puis le grand défi biocontrôle et biostimulation pour l'agroécologie. Merci. Merci à vous pour cette présentation. On va